Mesdames, Messieurs, bienvenue à Encore Jeune, ici Jean-Paul Moreau. Une autre semaine d'Encore Jeune où on va explorer des sujets qui vous sont peu ou pas connus. J'espère en tout cas que ce sujet-ci qu'on va vous proposer sera intéressant, bien entendu, puisqu'il va être question de l'hypertension pulmonaire. Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à rester des nôtres parce que nous allons aller à la rencontre du docteur Egom, qui est un des spécialistes en la matière. Il a fait le tour de la planète avec ce sujet-là et il s'y connaît. Soyez des nôtres. Monsieur Héromé Egom, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Écoutez, j'ai envie de vous demander pour commencer, parlez-moi un tout petit peu de votre cheminement. Et pour parler de cheminement, il faut commencer quelque part. J'ai comme l'impression que vous venez du continent africain. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. En fait, je suis né au Cameroun et j'ai grandi, j'ai fait mes études primaires et secondaires au Cameroun. Et en 1999, je suis allé en Italie. Initialement, c'était pour jouer au football, euh, mais malheureusement, je me suis fait Ah oui? mal. Et alors, mes parents m'ont demandé de me focaliser sur mes études. Et aujourd'hui, je suis cardiologue, mais je n'ai pas toujours voulu être cardiologue comme vous l'avez compris. De- Tout à et fait. personnellement, oui, oui, personnellement, j'ai fait Oui, un parcours à rallonge, à savoir après un bac scientifique. Je suis allé à la faculté de médecine de Parme. J'y ai fait 6 ans. Ensuite, j'ai pris 3 années pour faire un PhD ou un doctorat de recherche en médecine cardiovasculaire et métabolique. Et lorsque j'ai terminé en 2009, j'ai commencé ma résidence et pendant mon internat à la faculté de Hull en spécialité cardiologie, j'ai fait parallèlement une maîtrise en sciences biomédicales et ensuite j'ai pris 2 autres années pour faire un postdoc en cardiologie moléculaire à l'université Dalhousie. Et hmm, en 2014, très, oui, oui, en 2014, je suis allé à Dublin, en Irlande, où j'ai fait un clinical pour se spécialiser en insuffisance cardiaque et en réadaptation cardiaque. Et pendant mon clinical à l'université de Dublin, j'ai fait parallèlement une maîtrise en cardiologie préventive. Et c'est n'est qu'en 2017 que je suis revenu au Canada. très beau parcours, très, très beau parcours. Si vous voulez, on va repartir au Merci. point de départ. Au Oui, Cameroun, oui. j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous avez gardé sur deux plans? Un, sur le plan psychologique, qu'est-ce que vous avez gardé du Cameroun? Et d'autre part, sur le plan Mhm. physiologique, qu'est-ce que comment je dirais, vos racines camerounaises vous ont apporté pour l'étude justement dans laquelle vous êtes spécialisé, qui est l'hypertension pulmonaire, entre autres choses, bien sûr. Euh, Parce que je trouve que quand on remonte aux sources, on trouve souvent justement les éléments déclencheurs de notre passion. J'aimerais savoir, c'est quoi vos éléments déclencheurs? OK, ça c'est une très bonne question. Euh, je dirais que j'ai choisi cette spécialité au début de mon internat, euh, lorsque j'étais en Italie. Et la cardiologie, c'est une discipline excessivement dynamique, et je suis une personne très dynamique. Et cette discipline a connu une évolution très importante, surtout durant les 15 dernières années. Et cela a beaucoup joué sur mon choix. Et en outre, le cœur est l'organe clé du corps humain. Cela en fait donc une spécialité où l'on se sent très utile, d'une grande utilité Mhm. de toute façon pour les patients. Et sur le plan physionomique, je crois que je suis resté le même. Bon, il n'y a que le nombre d'années dont l'âge a augmenté, mais physiquement, je suis resté le même. Et je crois que c'est ma façon de penser que j'ai conservée parce que en réalité, tous les choix que j'ai eu à faire dans ma vie euh, se reposaient sur des convictions d'ordre divin. Et cela, je crois que c'est beaucoup plus dû à mon background camerounais. Mhm. Tout à fait. Est-ce que vous Mhm. croyez justement que
le malade, le client, enfin peu importe celui qui vient vous voir, que ce soit sur un plan de médecine clinique ou autre, est-ce que vous croyez dans ce cas-là, est-ce que c'est une de vos valeurs de base de croire que l'individu se guérit lui-même pour commencer et après ça, avec l'aide d'un médecin, avec l'aide d'un spécialiste ou d'un généraliste, là, il peut entreprendre une certaine réhabilitation, mais ça commence par du travail sur soi pour commencer. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Et comme je le disais tantôt, même lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions, vous savez, comme vous le savez très bien, prendre une décision n'est jamais une chose facile. Et nous ne savons pas toujours très bien à qui nous adresser pour avoir de l'aide pour l'apprendre. Et pour cette raison que moi particulièrement, je me suis toujours laissé guider par l'expression et certains l'appellent instinct, d'autres l'appellent intuition. Mais c'est cette Mhm. voix douce intérieure ou cette personne divine qui nous parle continuellement, que moi, la plupart du temps, même quand je bavarde avec des élèves, des étudiants, je leur demande toujours d'écouter cela s'ils veulent vraiment, s'ils ne veulent pas échouer dans leur conquête, disons dans la conquête de leur promesse divine. Et je crois vraiment que Mhm. la puissance qui nous fait réussir en tout, même pour se débarrasser d'une maladie, est en nous. Et je dis toujours qu'on réussit d'abord à l'intérieur avant de réussir à l'extérieur. Et lorsque notre monde intérieur est solide et ordonné, euh, nous pouvons traverser n'importe quelle crise ou épreuve, n'importe quelle maladie. Donc, la vie intérieure est vraiment très importante, même pour le que pour le sang. Donc, je crois quiconque réussit. Tout à fait. Votre parcours est très intéressant et je veux y revenir aussi parce que ce sont des endroits quand même réputés à travers la planète. Bon, je pense à Parme, bien sûr, en Italie. Je pense, par exemple, évidemment, à Manchester. Dalhousie, c'est quand même pas à dédaigner non plus, évidemment. Montfort aussi, évidemment. Ces différentes expériences-là vous ont enrichi de quelle façon? Parce que la culture britannique, en opposition avec la culture je ne sais pas moi, italienne, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Quel apport, qu'est-ce que vous en avez retiré de l'un et l'autre? OK, ça c'est très vrai, c'est vrai. Et je dirais que cette expérience vraiment, c'était une expérience très enrichissante dans la mesure où non seulement ça m'a permis de d'apprendre d'autres langues, et j'ai remarqué par exemple que lorsque j'ai des patients italiens ici, lorsque je leur parle en italien, ils se sentent beaucoup plus confortables et ils s'ouvrent Mhm. beaucoup plus et ils sont très contents. Et c'est pareil également lorsque j'ai des patients francophones. Et donc, je me dis que d'abord, sur ce plan linguistique, c'est un atout. Et ensuite, également, la culture. J'ai été exposé à différentes cultures et cette expérience m'a permis également de comprendre comment les gens interprètent euh, leurs souffrances, leurs maladies, la perception de la vie en général. Et lorsque, en tant que médecin, nous comprenons cela, ça nous guide un peu comment aborder certains sujets, qu'est-ce qu'il faut dire et comment le dire. Donc, je vais dire, sur le plan humain, c'était vraiment une expérience enrichissante dans ce sens. Mhm. Tout à fait. Donc, inévitablement, pour pouvoir bien exercer à la fois la recherche que vous faites et aussi exercer le métier que vous faites, ça prend assurément une sensibilité et être sensible aux variants, pour utiliser un terme courant, Mhm. aux variants justement de culture, c'est extrêmement important. Mhm. Ah oui, oui, c'est très important. Et je le vis tous les jours, que ce soit ici à Toronto, même à Montfort, depuis que j'ai commencé à Montfort, parce qu'il y a des patients francophones, des patients anglophones. Et Mhm. lorsque vous avez la langue en commun, je crois que c'est un atout. Ça permet Mhm. de développer un rapport patient-médecin de façon, de façon rapide, quoi. Tout à fait. Donc, c'est sécurisant finalement pour le patient, le client ou en tout cas Ah celui qui oui, vient vous voir. ah oui, 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 c'est tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous êtes retourné au Cameroun depuis votre enfance et depuis toutes ces années-là? Est-ce que vous êtes replongé justement dans ce milieu d'origine ou est-ce que vous n'y êtes jamais revenu?
Oh non, non, j'y retourne pratiquement. Bon, c'est maintenant à cause de la pandémie, ça a été un peu beaucoup plus difficile. Mais l'année dernière, par exemple, je suis allé au Cameroun 4 fois. Donc, j'y vais constamment. J'ai des liens là-bas, non seulement avec non, pas seulement avec la faculté de médecine, mais également j'ai la famille, mes parents, ma maman y vit, mes frères, mes sœurs. Donc, le lien est toujours resté. Et moi, que c'est Mhm, important. tout à fait. Et de temps Est-ce en que temps, y c'est aller, plus... donner aussi. Oui, oui. Non, j'allais dire, est-ce que justement, c'est un bon moyen de se ressourcer, de revenir à ses valeurs de base, finalement? Ah oui, 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 oui. Chaque fois que j'y vais, j'ai toujours l'impression que euh, chaque fois que j'y vais, j'y retourne. Et lorsque je rentre, je suis souvent très motivé et je me ressource vraiment. J'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus galvanisé. Et aussi, je veux dire, c'est une expérience toujours différente parce que l'environnement est différent, le climat est différent, les gens sont Mhm. différents, l'accueil est différent. Donc, pour moi, c'est une réalité qui me ressource toujours. Tout à fait. Est-ce que justement la médecine telle qu'elle est exercée maintenant au Cameroun est très différente de celle, à part peut-être la technologie, là, est très différente de celle que vous connaissez ici à Montfort, par exemple? Ok, c'est une question un peu difficile, vu que je n'ai jamais étudié au Cameroun et je n'ai non plus jamais exercé au Cameroun. Donc, je crois que ce ne serait pas juste de comparer les deux, mais je me dis que quelque part, euh, en Occident, évidemment, euh, la médecine est plus évoluée à cause des technologies et aussi le support que les gens ont sur le plan financier. Mais je me dis que au Cameroun encore, les gens pratiquent également la médecine traditionnelle. Donc, ils tendent à combiner les Mhm, deux. Et à mon avis, il y a certaines pathologies qu'ils soignent facilement à travers la médecine traditionnelle que celle occidentale. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais également apprendre et c'est pour cette raison que j'ai commencé à tisser certains liens avec certaines universités locales pour ne serait-ce qu'apprendre un peu de médecine traditionnelle et voir euh, dans quelle mesure l'utiliser également ici au Canada. très intéressant. Je suis vraiment que vous mentionniez cet aspect-là parce que j'ai comme l'impression qu'effectivement, dans la médecine traditionnelle, qu'elle soit sénégalaise, camerounaise, congolaise ou marocaine, peu importe, ou pourquoi pas hindoue aussi, il y a des choses médicalement parlant ou scientifiquement parlant qui sont à aller utiliser pour aider les gens. Oui, et tout à fait, tout à fait. Je crois que ce, la difficulté de la médecine, je veux dire, les limites de la médecine traditionnelle sont beaucoup plus liées au fait que bon, il n'y a pas vraiment de recherche et il y a toujours un problème de posologie et la plupart du temps, ceux qui la pratiquent maîtrisent juste que peut-être si quelqu'un Mhm. souffre de ceci, il faut lui donner ça. Et, c'est souvent difficile, parfois ils ne comprennent pas le mécanisme, comment ça fonctionne. Et ce qui est bien dans ce genre de médecine, parce qu'elle me rappelle également l'homéopathie, lorsque j'avais étudié l'homéopathie, Mhm. l'ensemble des symptômes et en fond de cela, ils décidaient quel médicament donner au patient. Donc, ce n'était pas comme la Tout médecine à fait. moderne où on cherche à poser un diabète. Pour eux, ils se basent sur des symptômes et ensuite, ils donnent le traitement. Tout à fait. Écoutez, Dr. Egan, on va faire une brève pause, si vous permettez, et on vous revient tout de suite après, mesdames, messieurs. De retour, bien sûr, à Encore jeune avec Dr. Egom, toujours de l'Institut du savoir Montfort, maintenant, bien entendu. Dr. Egom, je vous amène tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais ça que vous m'expliquiez, pour commencer, c'est quoi l'hypertension pulmonaire? OK, merci. C'est une bonne question. Euh, nous savons que le sang passe du côté droit du cœur, dans les petits Mhm. vaisseaux sanguins des poumons.
via les artères pulmonaires où il est enrichi en oxygène et épuré du dioxyde de carbone. Et normalement, la tension dans les artères pulmonaires est basse, ce qui permet au compartiment droit du cœur d'être moins musclé que le compartiment gauche, parce que évidemment, le pompage du sang au travers des poumons via les artères pulmonaires nécessite peu d'efforts et donc peu de masse musculaire. Lorsque l'augmentation de la tension dans les artères pulmonaires monte à des valeurs suffisamment élevées, alors on parle d'hypertension pulmonaire. Et en cas d'hypertension pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Le cœur doit travailler plus pour pomper le sang dans les artères pulmonaires. Pourquoi? Parce qu'il va le faire maintenant contre une tension beaucoup plus élevée. Et avec le temps, le Mhm. ventricule droit s'hypertrophie et il se développe quelque chose qu'on appelle le cœur pulmonaire qui, à la longue, va entraîner une insuffisance cardiaque du cœur droit, du côté droit du cœur. D'accord. Je comprends très bien. Maintenant, si vous voulez, on va aborder les raisons pour lesquelles on a de l'hypertension. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je vous donne quelques avenues et vous me direz si je suis à côté ou non à côté de la OK. chose, comme on dit. J'ai comme, j'ai comme l'impression, pour commencer, que l'hypertension vient, et comme le disait le docteur Hans Selye d'ailleurs, vient ou peut venir, entre autres, du stress. Donc, d'une certaine façon de vivre, pour commencer, que l'humain s'impose à lui-même. Est-ce que c'est vrai ou non, pour commencer? On va commencer avec cet aspect-là. Euh, pour le moment, je ne dirais pas que le stress en lui-même pourrait induire l'hypertension pulmonaire. Peut-être le stress pourrait contribuer à d'autres euh, troubles qui peuvent causer une hypertension pulmonaire. Euh, Normalement, il y a plusieurs choses, l'hypertension pulmonaire peut être provoquée par de nombreuses affections différentes. Elle apparaît parfois même sans cause évidente et souvent dans ce cas, on parle d'hypertension pulmonaire idiopathique. Mais nous savons également que l'hypertension pulmonaire artérielle peut se présenter, peut également se développer chez les personnes, par exemple, présentant certaines affections telles que euh, l'infection par le VIH. Nous savons que des Mhm. troubles pulmonaires ou un taux d'oxygène bas dans le sang euh, peuvent également conduire à l'hypertension pulmonaire et également certaines affections chroniques pouvant entraîner des caillots sanguins à répétition qui utilisent des mécanismes complètement différents, euh, induit l'hypertension pulmonaire également. Tout à fait. Alors, parlons-en justement de ces fameuses causes-là. Je vous en propose une autre. Parce que, bon, souvent dans l'imagerie populaire, dans la croyance populaire, on se dit, bon, ben, si j'ai de la tension, de l'hypertension, ça pourrait être causé aussi par mon environnement ou l'environnement en général. Est-ce que là encore, c'est une semblant de vérité ou est-ce que c'est vraiment une pure et simple croyance populaire tout à fait inadéquate? Ah, ok. Maintenant, j'ai compris un peu. Je crois que il y a deux types d'hypertension. L'hypertension pulmonaire dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est une maladie qui est complètement différente de l'hypertension que beaucoup peut-être entendent parler lorsque leurs parents disent ils sont hypertendus. Donc, cette hypertension est appelée l'hypertension artérielle et elle est complètement différente de l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est deux maladies complètement différentes. Pour l'hypertension pulmonaire, le stress n'a vraiment pas trop de rôle. C'est vrai qu'il y a certains facteurs environnementaux, par exemple, les personnes qui prennent certains médicaments pour perdre du poids. Il y a certains médicaments qui ont été associés à l'hypertension pulmonaire, mais le stress par lui-même peut-être être associé à l'hypertension artérielle, mais pas l'hypertension pulmonaire. Donc la différence, c'est que l'hypertension pulmonaire, la pression est élevée dans les poumons. Pourtant, l'hypertension artérielle, la pression est élevée Dans le cœur. pas dans le cœur, mais dans le système, partout. Ouais, OK, dans le OK, système je comprends. Parfait. artériel. Par Ouais. ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans les deux cas, peut-être bien que strictement dans l'hypertension pulmonaire, mais dans les deux cas, il me semble que c'est une maladie
comment je pourrais l'appeler? Une maladie progressive, si vous voulez. En d'autres mots, ça commence quelque part, ça ne se déclenche pas de façon instantanée. Il y a une espèce de momentum, de progression qui accourt. Première chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, je suis entièrement d'accord. C'est une maladie progressive, oui. L'hypertension pulmonaire, oui. Et cette hypertension progressive-là, euh, quels sont les, comment je dirais, les éléments distinctifs? En d'autres mots, comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Si moi j'en souffre, est-ce que moi je peux m'auto-évaluer à ce niveau-là où il faut absolument que je vienne voir un spécialiste comme vous pour savoir si effectivement j'en souffre ou pas? OK. C'est un diagnostic qui est souvent très difficile. Pourquoi? Parce que les symptômes ne sont pas spécifiques. Euh, le symptôme le plus fréquent, c'est la dyspnée d'effort. Et nous savons que lorsque quelqu'un souffre d'une dyspnée d'effort, en fait, les causes peuvent être multiples. Selon la littérature, parfois, lorsque quelqu'un commence à développer ces symptômes, ça peut prendre environ 2 ans avant de poser le diagnostic. Hmm. Et j'ai beaucoup de patients qui ont été diagnostiqués peut-être 2 à 5 années après. Mais avant, lorsqu'ils allaient voir leur médecin de famille, on leur disait qu'ils avaient peut-être l'asthme. Parce que même l'asthme peut se présenter Hmm. euh, de façon, avec des symptômes qui sont semblables aux symptômes typiques Mhm. de l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est une maladie qui n'est pas facile à diagnostiquer. Il faut À que le diagnostiquer. médecin y pense. Et s'il n'y pense pas à cette maladie-là, je crois que ça devient un peu beaucoup plus difficile. Donc, elle n'est pas facile. Les symptômes ne sont pas spécifiques. Donc, c'est difficile pour un Mhm. Tout à patient fait. de dire, OK, sûrement j'ai l'hypertension pulmonaire, Tout à juste fait. en fonction J'ai des symptômes. appris que Tout à fait. J'ai appris que vos recherches justement sur l'hypertension pulmonaire avaient également un lien avec la COVID-19. Parce que la COVID-19, semble-t-il, ça touche évidemment le système pulmonaire. On s'attaque à ça, bien sûr. Le virus s'attaque à ça. Mhm. En quoi est-ce que justement la COVID-19 a un lien avec vos recherches et comment est-ce que vous pouvez développer vos recherches pour améliorer notre sort avec la COVID-19? En d'autres mots, il y a certainement des liens de cause à effet. Dans quel sens? Oui, en fait, nous savons que les patients atteints de COVID-19 sévère, par exemple, ont un taux d'oxygène bas dans le sang. Et à la longue, ce taux d'oxygène qui est bas dans le sang pourrait conduire à un resserrement ou une constriction des artères pulmonaires. Et Mhm. ceci pourrait induire l'hypertension pulmonaire. Mais nous savons également que des patients atteints de COVID-19 sévère euh, peuvent également développer des caillots sanguins à répétition, surtout dans leurs artères pulmonaires ou dans les ramifications des artères pulmonaires. Et si ces caillots ne se résorbent pas correctement, les artères pulmonaires peuvent devenir plus étroites et se Mhm. rigidifier. Et cela pourrait causer un type d'hypertension pulmonaire appelé l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Très intéressant de voir que même si le Mhm. virus COVID-19 est très récent, on voit tout de suite qu'il peut y avoir comment je dirais, des conséquences ou des liens avec ce que l'on vit présentement. Est-ce que, en lien avec ces recherches-là, bien entendu, est-ce que justement le client, le patient qui est COVID-19, qui a la COVID-19, qui ne s'est pas encore donc fait vacciner, est-ce que justement ce patient-là peut faire quelque chose pour éviter, comment je dirais, de, de, de ne pas améliorer son système pulmonaire, en d'autres mots? Est-ce qu'on peut faire OK. quelque chose ou est-ce qu'il faut attendre la vaccination? Euh, évidemment, ça c'est une très bonne question. Et ce que je pourrais dire, un dysfonctionnement vasculaire pulmonaire. Euh, Peut-être les survivants de la COVID-19 sévère vont encore vérifier et confirmer cela, que en fait l'infection COVID-19 est un facteur de risque
d'hypertension pulmonaire. Donc, c'est encore une recherche, mais lorsqu'on se base sur la pathobiologie, on s'est dit qu'il y a ce mécanisme-là qui pourrait vraiment expliquer le lien entre la COVID-19 et l'hypertension pulmonaire. Mais nous devons encore démontrer que, en fait, c'est le cas. Tout à fait. Docteur Egom, écoutez, merci de nous avoir permis d'entrer dans votre monde un peu plus personnel et surtout aussi dans vos recherches. Je suis persuadé que ceux et celles qui nous écoutent vont certainement comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hypertension pulmonaire, entre autres, bien entendu. Merci énormément de contribuer à notre savoir à l'Institut Montréal. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler sur d'autres de vos projets de recherche. Merci énormément. Sans doute, je vous remercie également pour l'invitation et excellente journée à vous. Merci. À vous également. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour Encore jeune cette semaine. Avez-vous appris quelque chose? J'espère, parce que moi, je suis tout à fait aux anges d'avoir découvert ce qu'était l'hypertension pulmonaire. Il y en aura d'autres sujets dans cette série, bien sûr, d'émissions Encore jeune. Ici Jean-Paul Moreau, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite, bien sûr, à prendre soin de vous, prendre soin aussi de votre connaissance des choses, d'être curieux, c'est très important. Alors, je vous souhaite donc une excellente semaine et à la prochaine.